Comment vivre de ses revenus passifs grâce à la bourse? Comment devenir rentier? Est-il possible de vraiment vivre en vivant à la plage ou au bord de la piscine en sirotant un cocktail? Aujourd'hui, on va répondre à cette vidéo. On va voir que oui, c'est tout à fait possible de vivre de revenus passifs grâce à la bourse, mais que ce n'est probablement pas aussi simple que vous ne le croyez. Salut à tous, c'est Quentin, investisseur dans les ETF via la stratégie DCA, et aujourd'hui, on va voir comment vivre de ses revenus passifs en bourse. Alors, j'ai divisé comme toujours la vidéo en plusieurs parties. On va voir déjà c'est quoi être rentier, vraiment à quoi ça correspond. On va définir le terme pour pouvoir mieux s'entendre sur la notion de rentier. On va voir quelle est la meilleure stratégie pour accumuler suffisamment de capital et pouvoir vivre un jour de revenus passifs grâce à la bourse. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous partagerai les erreurs qu'il faut surtout éviter et que je vois notamment chez les jeunes investisseurs qui manquent parfois de patience si vous voulez vivre entièrement de vos revenus passifs et vivre entièrement de vos rentes grâce à la bourse. Sachez comme toujours que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je ne partage ici que mon avis, et investir comporte des risques de perte en capital. Alors, première partie, c'est quoi être rentier? Alors, on va d'abord définir la notion de rentier, car on peut voir sur internet, il y a beaucoup de types de définitions différentes lorsqu'on parle de rentier. Alors pour moi, rentier, c'est certainement pas devenir riche du jour au lendemain. Je le dis tout de suite, la bourse, ce n'est pas pour devenir millionnaire du jour au lendemain, c'est pour s'enrichir progressivement. Et oui, un jour, on peut vivre entièrement de nos investissements. J'ai déjà atteint l'indépendance financière grâce à la bourse, mais ça fait plus de 10 ans que j'investis. J'ai aujourd'hui 34 ans, et à la vingtaine, j'ai déjà commencé à investir, donc des petits montants, mais je vois aujourd'hui que ça fait une grosse différence. Donc être rentier, ce n'est pas non plus faire du trading. Attention, je vois trop de gens qui veulent s'enrichir rapidement grâce au trading. Faire de l'achat-revente, faire du stock picking, vous allez voir qu'avec une stratégie très simple, on peut s'enrichir grâce à la bourse et on peut devenir rentier, mais il faut la tenir sur le long terme. Donc pour moi, être rentier, c'est pouvoir couvrir tout ou une grande partie de son train de vie. Donc l'idéal, tout son train de vie, c'est l'idéal si on veut vivre entièrement de ses investissements, intégralement de ses investissements en bourse, et vivre grâce à son capital investi sans dépendre d'un salaire. Donc l'idée, c'est d'avoir assez d'argent investi sur les marchés financiers pour pouvoir avoir des revenus passifs uniquement grâce à nos investissements en bourse. Et il y a en fait deux façons principales de générer du revenu lorsqu'on parle de revenus passifs avec la bourse, soit les dividendes, donc ça c'est le premier cas de figure, c'est-à-dire la rémunération des actionnaires quand vous avez des investissements, de façon mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle, vous allez toucher des dividendes sur votre compte d'investissement, sur votre portefeuille, et vous avez juste à retirer ce montant donc de votre compte d'investissement vers votre compte bancaire pour pouvoir l'utiliser. Donc ça c'est la première façon. Et la deuxième façon, ce sont les plus-values, donc les retraits de plus-value. Ici l'idée c'est que votre capital va se valoriser avec le temps, et il va y avoir des plus-values latentes, typiquement plus 50%, plus 100%, plus 150%, et lorsque vous allez vendre vos positions, que ce soit une partie de vos positions ou toutes vos positions, vous allez vendre vos plus-values latentes qui vont se transformer en vraies plus-values, et ces plus-values, si vous les retirez, si vous les transférez, donc l'argent qui arrive sur votre compte, votre compte d'investissement, vous le transférez de votre compte d'investissement vers votre compte bancaire, vous touchez de l'argent grâce à vos plus-values. Alors, en théorie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution universelle, mais personnellement, je préfère très largement les plus-values. Pourquoi ? Car en fait, pour différentes raisons, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner, les abonnés savent déjà pourquoi je préfère les plus-values. Si ce n'est pas le cas, si vous me découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir plus de conseils sur les investissements en bourse, et que vous souhaitez également m'aider dans mon travail pour le référencement des vidéos, ça m'aide beaucoup, n'hésitez pas également à lâcher un petit like. Mais donc pour la différence entre les dividendes et les plus-values, sachez que lorsque vous touchez de l'argent via le dividende et que vous êtes dans un pays avec une fiscalité assez lourde, typiquement la France, vous avez une flat tax aujourd'hui, fin 2025 de 30%, vous allez payer 30% sur l'ensemble de dividendes que vous touchez. Par exemple, une action ou un ETF qui vous verse 100 euros de dividendes, vous allez payer 30%, donc 30 euros, et vous allez toucher 70 euros. Dans le cas de figure de la plus-value, vous n'allez pas, par exemple, si vous retirez, si vous avez besoin de 100 euros, vous n'allez pas payer la flat tax sur l'ensemble du capital qui est retiré, mais simplement sur la plus-value. Je donne un exemple. Vous aviez mis 50 euros sur un ETF il y a quelques années, plusieurs années plus tard, vous avez fait plus 100%, donc vous vous retrouvez avec 100 euros, c'est donc 50 euros de plus-value latente, vous n'allez payer au moment où vous retirez vos 100 euros, votre impôt de 30% de la flat tax, pas sur les 100 euros que vous allez retirer, mais bien sur le montant de la plus-value, puisqu'il y a une différence entre la plus-value et le capital initial investi. Donc vous l'avez compris, vous allez payer uniquement ces 30% sur 50% du montant dans ce cas de figure
que du montant que vous allez retirer, ce qui est beaucoup plus intéressant fiscalement. Qui plus est, si vous souhaitez de temps en temps eh bien, réinvestir le montant des dividendes que vous touchez, vous allez dans le cas de figure des dividendes, vous allez vous retaper des frais d'achat lorsque vous allez aller sur votre broker pour acheter par exemple un nouvel ETF, alors que lorsque vous avez une stratégie eh bien plus-value, si vous êtes centré sur si vous misez sur les ETF capitalisants, donc les dividendes sont automatiquement réinvestis, comme moi c'est le cas, eh bien vous ne passez pas par la case de fiscalité, vous ne passez pas non plus par la case frais d'achat, puisque les dividendes sont automatiquement réinvestis. Donc ça c'est vraiment top lorsqu'on a une stratégie DCA ETF, comme moi c'est le cas, une stratégie long terme. Sachez quoi qu'il arrive que certaines personnes ont des stratégies à dividendes parce que par exemple ils aiment avoir une stabilité et ils aiment recevoir tous les 3 mois ou tous les 6 mois un montant fixe sur leur portefeuille. Personnellement, vous l'avez compris, je préfère largement la stratégie plus-value car je trouve que fiscalement elle est optimisée, et peut-être que vous n'avez pas besoin tous les mois d'un revenu fixe, peut-être qu'il y a des phases où vous aurez besoin d'argent, donc dans ce cas-là vous pouvez retirer vos plus-values, mais peut-être qu'il y a d'autres moments où vous n'aurez pas besoin d'argent, et dans ce cas-là vous laissez votre argent dans ce que j'appelle la machine de guerre, votre compte d'investissement, et vous n'avez pas besoin de retirer. Votre portefeuille continue à croître, continue à se valoriser, contrairement aux dividendes qui vous obligent entre guillemets à toucher de l'argent et qui va vous obliger à la réinvestir si à ce moment-là vous n'avez pas besoin d'argent. Donc voilà, vous l'avez compris, fiscalité, frais d'achat, donc pas optimisé. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bonne stratégie universellement parlant. Il y a des stratégies, une bonne stratégie qui va correspondre à votre profil, à votre fiscalité et à votre horizon de vie. Donc ça c'est pour la première partie. Si on passe à la deuxième partie, on va passer à un aspect plus pratique, un aspect que je préfère toujours. Combien faut-il pour être rentier? Alors, si on veut calculer combien il faut pour être rentier, il faut obligatoirement parler de la règle des 4%, qui est une règle théorique, je vais en reparler un petit peu après. Mais l'idée, la règle des 4%, c'est que vous pouvez retirer 4% de la valeur de votre portefeuille la première année de votre retraite, puis ajuster ce montant chaque année à l'inflation. Évidemment, on n'oublie pas l'inflation, avec une forte probabilité que votre capital dure au moins 30 ans. Donc, en gros, lorsque vous avez un gros montant investi, vous pouvez chaque année retirer 4% de votre capital au moment où vous commencez les retraits. Donc ce montant, il va devenir votre revenu annuel de référence, et vous allez retirer le même montant entre guillemets, puisque vous allez simplement l'ajuster à l'inflation. Donc si vous l'ajustez à l'inflation, évidemment, vous n'allez pas augmenter le montant annuel que vous retirez de 20% ou de 30%. Vous allez uniquement l'ajuster à l'inflation, donc typiquement 2%, 4%, éventuellement 6% dans les années où il y a beaucoup d'inflation. Mais en tout cas, on ne fait pas de folie, on n'augmente pas ce montant de façon exponentielle chaque année. Évidemment, vous ne recalculez pas les 4% chaque année sur la nouvelle valeur du portefeuille. Donc, deux choses que je précise quand même ici, c'est que déjà, on a bien dit 30 ans. Si vous partez à la retraite à 50 ans, sachez qu'à 80 ans, vous pouvez tout à fait, avec l'avancée de la médecine et de l'intelligence artificielle, être encore en vie. Donc faites très attention, évidemment, on ne veut pas se retrouver âgé avec plus aucune capacité ni physique ni intellectuelle à travailler et se retrouver avec zéro, ce serait très dangereux. Donc n'oubliez pas que ici cette règle s'applique sur 30 ans. C'est une règle en fait qui vient d'une étude célèbre appelée la Trinity Study, qui disait que dans plus de 90% des scénarios, un portefeuille diversifié, je vais reparler un peu plus tard dans la vidéo de la diversification, pouvait supporter un retrait de 4% par an pendant 30 ans sans être épuisé. Donc voilà, ça c'est déjà bien important de le noter, que dans la majorité des cas, mais pas dans 100% des cas, on peut tenir 30 ans. Et qui plus est, sachez de toute façon que c'est une règle, c'est une théorie, donc à l'adapter en fonction de votre profil. Évidemment, ici, on ne parle pas de fiscalité, donc lorsqu'on est dans un pays où la fiscalité est lourde, personnellement, je ne réside plus en France depuis longtemps, mais si vous êtes en France, sachez que la fiscalité est quand même lourde, un flat tax de 30% qui pourrait d'ailleurs évoluer dans les années à venir, à partir de 2026, donc voilà, n'hésitez pas surtout à l'adapter en fonction de votre profil, de votre fiscalité et en fonction de l'évolution. C'est une règle. Donc moi personnellement, quand il y a une règle, les règles sont souvent intéressantes, elles n'ont pas été établies pour rien et par hasard. En tout cas, je préfère être quand même plus large, donc typiquement avoir un peu plus d'argent investi sur mon portefeuille ou retirer un petit peu moins chaque année, ou en tout cas avoir la prévision, car aujourd'hui, je continue d'investir, même si j'ai un tel indépendance financière, je veux continuer à investir car je me considère comme jeune et je veux avoir bien plus de confort quand je serai à la retraite d'ici peut-être 20 ou 30 ans. Toujours est-il que c'est une règle intéressante, et si on l'applique à des cas très concrets, 4%, c'est très simple à faire les calculs. Si vous voulez vivre par exemple avec 1000 euros par mois, donc je mets de côté la fiscalité pour simplifier, 1000 euros par mois, il vous faut bien sûr 12 000 euros par an, et cela signifie un capital d'environ 300 000 euros, et ainsi de suite. Si vous voulez vivre avec 2000 euros par mois, il vous faut 24 000 euros par an, et donc un capital de 600 000 euros, et donc si vous voulez vivre avec 3000 euros par mois, il vous faut environ, donc il vous faut
36 000 euros par an et donc environ un capital de 900 000 euros. Donc vous le voyez, 3 000 euros par mois aujourd'hui, notamment en France et en plus sans parler de la fiscalité, ce qui changerait clairement la donne. C'est pas forcément si énorme, c'est tout à fait correct évidemment, mais vous n'êtes pas richissime avec 3 000 euros par mois et il faut près d'1 million d'euros investis en capital. Donc vous le voyez que pour être rentier avec la bourse, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut investir progressivement pendant des années et des années, suivre une bonne stratégie dont je vais reparler un peu plus tard dans la vidéo. Mais cela demande de la rigueur. Ceux qui vous disent qu'avec la bourse, vous allez devenir rentier du jour au lendemain, vous allez devenir millionnaire, eh bien selon moi ce sont des menteurs, ou en tout cas vous ne pouvez pas reproduire un schéma, une stratégie d'investissement qui a des rendements hyper intéressants et vous allez les reproduire d'année en année. Peut-être que sur un coup de poker, vous allez faire un très bon rendement, vous allez découvrir une action qui va exploser sur 6 mois, 1 an. Mais si vous voulez avoir une stratégie long terme, il faut avoir une stratégie relativement défensive avec des ETF vastes, avec des ETF larges, avec des ETF diversifiés pour pouvoir avoir une stratégie qui fonctionne sur le long terme et se construire doucement mais sûrement un capital qui va vous permettre d'avoir bien des revenus passifs, qui va vous permettre d'avoir typiquement 2 000 euros, 3 000 euros par mois pour vivre de vos investissements. Donc ça, c'était important de le préciser car je reçois encore des commentaires, des messages de gens qui veulent devenir riches en 6 mois, en 1 an. Je vous le dis tout de suite, si vous voulez devenir riche en 6 mois, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous désabonner. Par contre, si vous voulez vous enrichir progressivement avec une stratégie sur le long terme, avec un horizon d'investissement de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, pour pouvoir peut-être un jour, oui, vivre de vos investissements, vous êtes au bon endroit. Voilà, partie suivante, partie 3, quelle est la stratégie la plus simple pour y arriver? Alors, j'ai mis simple entre guillemets, vous l'avez compris, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de recette miracle pour s'enrichir avec la bourse et pour dégager des revenus passifs. Par contre, il y a une stratégie qui est, oui, simple sur le papier, mais qui demande de la rigueur et de la patience. C'est la stratégie DCA, une stratégie d'investissement long terme via les ETF avec une diversification mondiale et qui fonctionne dans le temps, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, de par le processus des intérêts composés. Donc pourquoi est-ce que j'investis via les ETF et pourquoi est-ce que je ne fais pas de stock picking? Alors déjà, personnellement, je suis titulaire j'ai fait une école de commerce avec une spécialité en finance, donc je suis parfaitement capable d'analyser la santé financière d'une entreprise, de comprendre l'actualité économique, l'actualité financière, mais j'ai déjà fait le test et il est trop difficile selon moi, si l'on met de côté une minorité d'investisseurs comme Warren Buffett, de surperformer le marché. En plus, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, ça implique beaucoup de stress. Donc pourquoi est-ce que personnellement j'ai choisi une stratégie ETF? Car il y a déjà très peu de frais, il y a beaucoup d'ETF que je recommande déjà sur la chaîne, des frais de 0,07% annuel, 0,1%, 0,15%. Donc c'est vraiment rien quand on voit les frais que les fonds actifs facturent. Je ne parle même pas des fonds par exemple de private equity, mais les fonds actifs qui veulent soi-disant vous promettre des performances super intéressantes quand ils vous facturent typiquement 1% à l'année, 2% à l'année. C'est 10 à 20 fois plus que les frais que les ETF facturent. Donc si vous apprenez vous-même à investir via les ETF, vous pouvez tout à fait avoir une très bonne stratégie avec des frais hyper réduits. Pareil du côté des brokers, des comptes d'investissement, il y a des brokers qui permettent d'investir parfois même gratuitement, mais en tout cas avec des frais extrêmement bas. Donc si vous ne faites pas de l'achat-revente tous les jours et que vous avez une stratégie DCA, vous aurez également très peu de frais vu que vous investissez simplement une fois par mois sur très peu d'ETF. Donc pourquoi les ETF? Peu de frais, très diversifiés, à condition bien sûr de choisir les bons ETF. Je vois trop de débutants qui se dirigent vers des ETF sectoriels, vers des ETF qui sont géographiquement hyper spécifiques. Choisissez toujours des ETF très larges, typiquement MSCI World, S&P 500, All World, ce sont des ETF très simples mais qui vont vous permettre de profiter de la croissance de l'économie mondiale, donc ça c'est hyper intéressant. Les ETF ont également une excellente performance sur le long terme, j'ai bien dit long terme car il y a de la volatilité sur le court terme. Par contre à long terme, le marché américain on fait plus ou moins du 10% par an, c'est évidemment une moyenne, il peut faire plus 20% par an comme ça a été le cas de ces dernières années, il peut aussi faire du moins 10, du moins 15% dans les périodes de bear market, dans les périodes de crack boursier, donc faites très attention à être investi sur le long terme et ne pas vouloir être trop gourmand sur quelques mois. Et enfin j'ai noté zéro gestion quotidienne, ça c'est génial, je préfère consacrer mon temps à d'autres activités professionnelles, à ma vie privée, aux personnes qui me sont chères, mais pas forcément à l'investissement en bourse, ne pas passer toutes mes journées à faire du trading ou de l'analyse pour faire du stock picking. Donc c'est cette approche que j'utilise personnellement.
Et on peut tout simplement eh bien, prendre un exemple concret pour comprendre comment fonctionne la stratégie DCA. Si vous avez un rendement moyen de 7% par an, ce qui est inférieur, je le rappelle, au marché américain, mais on va prendre vraiment quelque chose d'assez faible pour se tranquilliser, eh bien, votre argent va plus ou moins doubler tous les 10 ans. Autrement dit, tous les 10 ans, 10 000 euros passera ensuite à 20 000 euros, puis 20 000 euros passera à 40 000 euros, puis 40 000 euros, 10 ans plus tard, passera à 80 000 euros. Donc simplement, avec le temps, vous devenez de plus en plus riche. C'est le processus des intérêts composés. Hein. L'idée, c'est que dans le temps, plus vous attendez et plus vous investissez, plus vos intérêts vont générer des intérêts, et à la fin, vous allez vous retrouver avec un très gros patrimoine sur vos comptes d'investissement, sur vos brokers, mais le plus gros viendra des intérêts générés et non de votre capital initial investi. Donc c'est la raison pour laquelle il faut être patient en bourse. Mais lorsque vous dépassez typiquement 100 000 euros, 200 000 euros, vous allez pouvoir vous enrichir de plus en plus vite. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur pourquoi votre patrimoine va commencer vraiment à décoller après 100 000 euros. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien ici. Et si on fait une petite simulation, si vous investissez par exemple 300 euros par mois, franchement, c'est impossible. Je vois tellement de jeunes qui ont des dépenses parfois un petit peu inutiles, hein, qui dépensent en soirée dans des bijoux, dans des grosses voitures dont ils n'ont pas forcément besoin. Donc, je pense qu'il est possible d'investir 300 euros par mois à partir du moment où on a un salaire ou une activité de freelance ou un business en ligne ou un business physique, peu importe, que vous l'investissez pendant 25 ans à environ 7% de rendement, eh bien, vous dépassez les 230 000 euros alors que vous n'avez versé qu'environ 90 000 euros, donc moins de 100 000 euros, vous le voyez. Vous avez plus d'argent via les intérêts et non via le capital investi. Et franchement, 25 ans, si vous commencez à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, moi j'ai commencé entre 20 et 25 ans, entre 20 et 25 ans, je perds ma voix, eh bien c'est tout à fait possible d'atteindre des montants très intéressants avant d'être à la retraite, hein, à 50 ans, à 55 ans, vous pouvez déjà avoir de très gros montant et vous êtes tout à fait en capacité de travailler, vous avez les capacités intellectuelles, capacités physiques de continuer à travailler, de continuer à investir, mais pour ça il est très important de commencer à investir tôt et surtout de se construire le bon portefeuille. Je vois tellement de jeunes qui se dirigent vers une petite action, vers des ETF très spécifiques. D'ailleurs, j'ai fait cette semaine une vidéo sur comment construire son portefeuille lorsqu'on a une stratégie ETF DCA. Voilà, je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien est ici, elle va beaucoup vous aider à passer à l'action. Partie suivante, quelle est ma stratégie personnelle? C'est la stratégie que je vous ai partagée il y a peu de temps, donc stratégie ETF, stratégie DCA. Quelques précisions supplémentaires tout de même sur ma stratégie à moi. Je vise un horizon de 10 ans et plus. Alors, ça fait plus de 10 ans que j'investis, donc maintenant, je vise un horizon d'investissement de 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais au départ, j'avais un horizon d'investissement de 10 ans. Et si vous ne voulez pas vous décourager dès le départ, visez un horizon au départ d'investissement de 10 ans. Si vous avez 40 ans, il n'est pas trop tard pour investir. Si vous avez 50 ans, il n'est pas trop tard pour investir. Mais ayez un horizon d'investissement de plus ou moins 10 ans, peut-être un peu plus, mais en tout cas, ça va vous permettre de garder la motivation et de ne pas vous décourager en vous disant, il faut que j'attende 20, 25 ans ou 30 ans pour commencer à vivre de mes investissements. Personnellement, j'utilise très peu d'ETF, pareil. Un portefeuille ETF, il peut se constituer de quelques ETF, parfois même pour les débutants d'un seul ETF, ça peut paraître fou, mais avec certains ETF, typiquement les ETF Monde, MSCI World, vous êtes déjà hyper diversifié, vous avez un portefeuille beaucoup plus diversifié que les gens qui font du stock picking, vous avez un portefeuille beaucoup plus diversifié que la majorité des gens qui investissent en bourse. Donc, quelques ETF, personnellement, je pense que 3, 4, 5 ETF, c'est largement suffisant. Le cœur de mon portefeuille, il est basé majoritairement sur le S&P 500. Pourquoi ? Car je pense que le cœur de l'innovation, le cœur de la croissance vient des États-Unis. Et certaines personnes, je le répète toujours, me disent « Mais si tu investis principalement sur les États-Unis, tu n'es pas diversifié car tu es concentré sur un seul pays. » Mais n'oubliez pas que les grandes entreprises américaines font beaucoup de leurs ventes et de leur chiffre d'affaires dans le monde entier, aux États-Unis, dans les pays développés, dans les pays émergents. Donc vous bénéficiez de la croissance des pays développés. Vous bénéficiez également de la croissance des pays émergents de façon générale. Vous bénéficiez de la croissance de l'économie mondiale. Donc j'investis en DCA tous les mois. Au départ, j'ai commencé par des toutes petites sommes. J'avais commencé par exemple par 50 euros par mois. J'ai également fait une vidéo sur la puissance d'investir 50 euros par mois. J'ai fait pas mal de simulations, je vous en dis pas plus et vous pouvez aussi la voir, je vous mets le lien ici. Ensuite, j'ai commencé par quelques centaines, ensuite quelques milliers. Effectivement, aujourd'hui, j'investis de gros montants, mais il n'y a pas de mal à investir quelques dizaines d'euros par mois si vous êtes débutant. L'idée, c'est de commencer le plus tôt possible. C'est vraiment le plus important. L'objectif pour l'instant, comme je suis jeune, que je continue à travailler, j'adore travailler, j'aime pas être inactif, bien, ce n'est pas de générer un revenu tous les mois dès maintenant. C'est une des raisons pour lesquelles, au-delà de la fiscalité, je ne prends pas de dividendes, je ne prends pas de d'ETF distribuant. Je favorise
Toujours les ETF capitalisants qui, pour rappel, sont des ETF qui ont des dividendes qui sont automatiquement réinvestis. Donc, vous ne touchez pas d'argent, par exemple, tous les 3 mois, tous les 6 mois ou tous les ans sur votre portefeuille, hein, sur votre broker, sur votre compte d'investissement. L'idée, c'est de faire grossir le capital au maximum. Et quand le capital sera suffisamment gros, hein, par exemple d'ici 20 ans, 25 ans ou 30 ans, eh bien, je retirerai uniquement ce dont j'ai besoin en fonction de mon niveau de vie, en fonction de la fiscalité du moment. Aujourd'hui, je vis au Portugal, je ne sais pas où je serai dans 25 ans ou 30 ans. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'essaie de m'enrichir, j'essaie d'avoir le plus d'argent possible. Je ne m'en cache pas, le but de la bourse pour moi, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir un jour être complètement libre financièrement. Alors c'est déjà le cas en fonction de mon style de vie aujourd'hui, mais plus d'argent, eh bien on ne dit pas non. Donc je continue à investir. En plus de ça, je suis passionné par la bourse, donc ça me passionne d'investir, hein, indépendamment de l'argent. Je pense que c'est vraiment un très bon investissement qui permet d'investir avec une très bonne liquidité, contrairement à l'immobilier, avec un très bon niveau de sécurité via les brokers, hein, contrairement aux crypto, à la finance décentralisée où il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup d'histoires de kidnapping. Donc personnellement, je suis vraiment centré sur les investissements en bourse et surtout une très bonne performance. Hein, quand on voit par exemple des investissements à Paris, hein, j'ai des collègues qui louent des investissements, des appartements à Paris. Quand on retranche les frais, la fiscalité, les risques de loyer impayé, de squat, etc., eh bien ils ont des rendements qui se rapprochent des niveaux d'inflation. Donc, finalement, ils ne gagnent presque pas d'argent. Alors que lorsqu'on regarde les niveaux, les performances du marché américain, c'est une puissance typiquement du 10% par an, marché monde qui a fait du 8-9% par an, eh bien c'est vraiment très intéressant et on le fait depuis chez soi, on le gère depuis son ordinateur, depuis son téléphone, donc c'est vraiment très bien et voilà, c'est la raison pour laquelle je me centre principalement. Je fais un petit peu d'immobilier aussi, je ne fais pas de crypto, mais le plus gros reste sur la bourse et je vais continuer à rester principalement investir sur la bourse. Alors dernière partie, avant-dernière partie, quels sont les 3 risques à connaître? Donc là on va parler quand même des dangers, car c'est bien beau de vendre du rêve et dire qu'on va tous devenir riches en investissant en bourse, vous l'avez compris, c'est pas si facile que ça, hein. Vous l'avez vu, l'horizon d'investissement, il faut être patient. Bref, quels sont les risques à connaître? Alors le premier risque, c'est d'investir, je dirais, trop tard. Sachez qu'il n'est jamais vraiment trop tard pour investir. Vous pouvez commencer à 50 ans, à 55 ans, mais si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, pensez à vous former, commencez toujours avec des petits montants, ne faites pas n'importe quoi évidemment, et de toute façon, je ne fais pas de conseils en investissement, mais je vois trop de gens qui disent allez, je verrai l'année prochaine, je verrai dans 2 ans, je verrai dans 3 ans pour commencer à investir. Mais sachez que la force de l'investissement, surtout cette stratégie que je présente, ma stratégie que je présente sur ma chaîne YouTube, la force de cette stratégie, c'est le temps, c'est la patience. Et pour ça, il faut commencer à investir le plus tôt possible. Si vous avez 18 ans, si vous avez 20 ans, si vous avez 25 ans, même si vous avez 30 euros, 50 euros par mois à investir, commencez dès maintenant. Pourquoi? Pour 2 principales raisons. La première raison, c'est déjà que ces montants, eh bien, dans 15 ans, dans 20 ans, ils vaudront beaucoup plus. 50 euros, quand on voit un marché qui fait du 10% par an, il vaudra beaucoup plus de par le processus des intérêts composés dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 25 ans. Et la deuxième chose, c'est que vous allez commencer à vous former en fait en investissant des petits montants et vous allez commencer à avoir le mindset de l'investisseur qui a de la patience, qui a de la régularité, qui a de la discipline et surtout qui ne va pas lâcher. Donc ça m'amène justement au deuxième risque à connaître, c'est le risque d'abandonner et surtout le risque d'abandonner en plein crash. Le plus gros danger de la bourse, en fait, c'est pas le marché, c'est nous. Pourquoi? Car nous sommes des êtres émotionnels. On n'est pas vraiment des êtres logiques. Nous sommes des êtres qui sont motivés par l'instinct de survie. On a peur de perdre notre argent. On a peur de perdre notre argent. Donc quand il y a une bourse de moins 20%, de moins 30%, de moins 40%, beaucoup de gens se laissent guider par leurs émotions. Ils voient les chiffres dans le rouge et leur instinct de survie leur dit de faire quoi? Quitte à perdre un petit peu d'argent, au moins ils n'ont pas tout perdu. Et si il y a les pensées qui arrivent, voilà. Et si c'était la fin du système, et si les niveaux se crachaient complètement, et si tout arrivait à zéro. Donc les gens retirent, mais historiquement, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, lorsqu'il y a une période de krach boursier, les niveaux finissent toujours par remonter, et je dirais même plus, les études montrent que lorsqu'il y a une période de bear market ou de krach boursier, c'est dans les jours qui suivent ou c'est dans les semaines qui suivent que les journées les plus euphoriques sur les marchés boursiers vont arriver. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que lorsque les niveaux sont bas, lorsqu'il y a une période de krach boursier, c'est justement le moment où on fait les bonnes affaires. Donc surtout, mettez vos émotions de côté, faites vos études, formez-vous et soyez logique, ayez une stratégie logique. La stratégie DCA, c'est justement le meilleur moyen d'investir une fois par mois, quels que soient les cours de bourse, donc qu'on soit en plein krach boursier ou qu'on soit en pleine période de boule ou que les niveaux soient à plus 30%, plus 40% sur la dernière année, peu importe, on continue à investir le même montant
pour être le plus logique possible et laisser de côté nos émotions. Ça, c'est vraiment essentiel. Et le troisième risque, donc ça, c'est un risque qui arrive pas pendant la stratégie de construction donc du patrimoine, pendant la stratégie DCA, mais vraiment lorsque vous serez rentier, c'est le risque de trop retirer une fois rentier. On l'a vu avec la règle des 4%, hein, il faut retirer plus ou moins 4%, même si je le répète, ça reste une règle théorique, mais si vous êtes trop gourmand, eh bien vous allez trop réduire votre patrimoine, vos montants investis, et vous risquez de vous appauvrir et peut-être un jour d'arriver à zéro, évidemment, ce qu'on ne veut pas lorsqu'on est âgé et qu'on n'a plus les capacités de travailler. Donc il y a une phrase connue qui dit que la bourse ne récompense pas les plus intelligents, mais les plus patients. Cette stratégie, elle ne demande pas d'être intelligent, elle ne demande pas d'avoir des connaissances en finance, elle ne demande pas d'avoir un QI de je ne sais pas combien, elle demande simplement d'être formé, d'être patient et d'être rigoureux. Si vous avez la même stratégie, si vous connaissez la somme que vous allez investir, vous êtes formé sur les ETF que vous avez choisis pour votre stratégie, vous êtes formé sur les bons brokers, les bons courtiers que vous allez sur lesquels vous allez ouvrir un compte pour investir. Ensuite, vous n'avez plus qu'à vous connecter une fois par mois sur votre broker pour investir et continuer votre stratégie DCA. Donc sur le papier, c'est finalement très simple. Le plus gros danger, ce sont nos émotions. Et c'est la raison pour laquelle toutes les études montrent que la plupart des investisseurs particuliers perdent de l'argent en bourse. Il y a une étude qui avait été menée par l'AMF que j'avais déjà partagée dans une précédente vidéo qui montrait que près de 90% des investisseurs particuliers perdent de l'argent. Pourquoi? Car ils font du trading, ils utilisent des outils très avancés que seuls des gens qui ont de grosses connaissances en finance devraient utiliser. Ils font du stock picking, ils essaient toujours de trouver le nouveau Google ou le nouveau Tesla, mais en fait, ils finissent par se cracher et ils finissent par perdre leur argent, ils finissent par sortir des marchés financiers et dire que la bourse est trop compliquée pour eux, que la bourse c'est du casino, que la bourse c'est des jeux de hasard. En fait, dans la pratique, ce n'est rien de tout ça, simplement les gens ne sont juste pas assez formés. Donc, dernière partie, quelles sont les erreurs classiques des futurs rentiers? Alors, la stratégie, l'erreur la plus classique que je vois, c'est de changer de stratégie tous les 6 mois. Vous l'avez vu, la stratégie DCA, c'est une stratégie qui fonctionne sur des décennies. Et toutes les études l'ont montré, on le voit d'ailleurs avec l'évolution des marchés financiers. Les marchés ne font que monter à condition de continuer à investir dans le temps. Donc si vous changez de stratégie tous les 6 mois, vous commencez par une DCA, ensuite vous passez sur du stock picking, ensuite vous passez sur du trading, et bien forcément la stratégie que je présente dans toutes mes vidéos tombe à l'eau, elle n'a plus aucune valeur et vous risquez de perdre votre argent. Et ça souvent, quand on change de stratégie tous les 3 mois ou tous les 6 mois, c'est qu'on est trop impatient, on veut s'enrichir trop vite. Et c'est l'erreur que je vois chez les débutants. Ensuite, vouloir faire mieux que le marché. Une autre étude a montré que près de 90% des fonds actifs font moins bien que leur benchmark, c'est-à-dire que l'indice boursier qu'elles essaient de reproduire ou de surperformer. Conclusion, on ne se prend pas la tête, on ne cherche pas à battre le marché, on se contente des ETF qui suivent par exemple le marché monde ou le marché américain. Donc on va encore une fois au plus simple, vous le voyez, c'est très simple, par contre ça demande de la patience. Ensuite, vouloir investir de manière émotionnelle, ça revient quelque part à changer de stratégie tous les 6 mois, vouloir trouver la petite action, la petite crypto si vous êtes sur le marché, si vous êtes sur les cryptos, faire du trading, de l'achat-revente tous les jours pour pouvoir aller plus vite. Attention, on laisse nos émotions de côté, on reste logique. Vouloir des résultats rapides, pareil, autre erreur. Autre erreur, ça va avec le fait d'investir de façon émotionnelle. Et dernière erreur, complexifier son portefeuille. Je vois tellement de gens qui ont 30 ETF, 40 actions. Avec les ETF, on est très diversifié. Je rappelle ce que c'est qu'un ETF si vous ne le savez pas. Si vous êtes abonné à la chaîne, évidemment, vous le savez. C'est tout simplement un panier de titres. Donc un ETF d'action, c'est un panier d'actions. Vous achetez en un seul clic, vous achetez un ETF, vous achetez par exemple sur le S&P 500, vous achetez des centaines d'actions aux États-Unis, le MSCI World, vous achetez 1300, 1400 entreprises dans 23 pays développés en un seul clic. Donc c'est vraiment génial. Vous n'avez pas à acheter action par action, ce qui vous ferait des frais d'achat absolument énormes et qui vous obligerait à réarbitrer, à faire de la réallocation régulièrement au sein de votre portefeuille, non au sein de l'ETF, de par les frais de gestion qui sont minimes et qui sont facturés et qui sont intégrés d'ailleurs à la performance, donc facturés par la société de gestion, typiquement BlackRock, Amundi, Vanguard également, qu'on retrouve également sur le S&P 500. Eh bien, il y a un réarbitrage automatique, donc vous n'avez au sein donc, de l'ETF des entreprises qui sont présentes au sein de l'indice boursier et qui est reproduit par donc l'ETF typiquement le S&P 500 ou le MSCI World. Donc vous n'avez absolument rien à faire, simplement à rester logique, à rester patient et à conserver votre stratégie DCA sur le long terme. Voilà donc pour cette vidéo, un message final: investir tôt, investir régulièrement, garder une stratégie claire et laisser le temps faire son travail, ne rien faire entre guillemets une fois évidemment que vous avez compris la stratégie. D'ailleurs, je donne toujours cet exemple, il y a une étude que j'avais vu passer, alors j'essaierai de la retrouver pour une prochaine vidéo, je ne l'avais pas prise pour cette vidéo, c'est que les comptes d'investissement, donc les courtiers des personnes décédées avaient de très belles performances
Alors ça peut paraître très bizarre, mais pourquoi? Car une personne décédée, évidemment, ne touche plus à son portefeuille. Et lorsqu'une personne ne touche plus à son portefeuille, eh bien, elle profite pleinement du processus des intérêts composés. Elle ne fait plus de stock picking, elle ne fait plus de trading. Elle a une stratégie d'investissement, j'ai envie de dire, de long terme, plus que 10 ans ou 20 ans, puisqu'une personne décédée, en fait, ne touche plus à son compte. Donc c'est juste, voilà, je vous donne juste cet exemple pour que vraiment que ça vous marque, pour que vous compreniez que ne pas faire trop de réarbitrage, ne pas changer de stratégie régulièrement, c'est très certainement la meilleure stratégie, à condition bien sûr d'avoir en amont la meilleure stratégie, qui est selon moi la stratégie DCA via l'investissement dans les ETF. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre objectif avec la bourse, hein, si vous souhaitez devenir rentier, quel est le montant que vous souhaitez investir sur vos brokers, et quel est le montant que vous souhaitez pouvoir retirer tous les mois. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein. Voilà, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez aussi lâcher un pouce, hein, un like, ça me fait super plaisir, ça m'aide également au référencement. Et voilà, je vous dis à la prochaine, salut.